on démarre les filles, il est 12h15. Donc, je partage mon écran pour qu'on aborde ensemble votre business model. Prenez bien des notes, gardez l'esprit ouvert. Là, je vais vous montrer des exemples connus pour évidemment que vous sachiez de quoi on parle. Mais ce n'est pas parce que c'est connu et que vous avez une petite boîte et que vous êtes seul ou que vous avez seulement vous et une stagiaire que vous ne pouvez pas vous inspirer. C'est en vous inspirant et en gardant l'esprit ouvert qu'après, vous avez des déclics et que vous bousculez votre business model. Alors, voilà, on y va. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Faites-moi comme ça si c'est le cas. Ok, on y va. Alors, le welcome, on l'a fait. On va voir ensemble le business model Canva. Je vais vous donner des exercices sur les 4 cadrans qu'on va voir aujourd'hui. Dans 2 semaines, on verra les suivants. Le business model Canva est grand, donc on a décidé avec l'équipe de le faire en 2 parties. Et puis évidemment, on terminera avec les je veux. Alors, pourquoi est-ce que ça semble compliqué de faire son business model Canva? Parce qu'en fait, quand vous faites le BMC, vous travaillez sur votre business et pas dans votre business. On sait tout à quel point c'est important de travailler dans son business, mais parfois on ne prend pas le temps de le faire. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour travailler sur votre business, sur votre stratégie. Donc on se dit, c'est pas urgent, ça attendra une semaine, ça attendra 2 semaines. Oui, mais au final, le temps passe et vous n'êtes pas au clair avec votre stratégie. Pourquoi aussi c'est compliqué? Parce que ça bouge tout le temps. Et là, je fais un petit clin d'œil spécial à Massa et Barbara. C'est comme un logo. Ne vous focalisez pas sur mon logo n'est pas au point, il faut que ce soit au point. Ce n'est pas figé. Le logo de Coca-Cola, le logo d'Apple, le logo de Marlboro, le logo de Nike, c'est des logos qui ont bougé tous les 5 ans, parfois, avec des millimètres de différence. Ça gêne personne du moment en fait que ça devient plus simple et que ça devient plus clair dans la tête, mais c'est vraiment pas principal le logo. Alors aussi parce qu'il faut le brainstormer. Pour faire un bon business model Canva, il faut être plusieurs. Et c'est génial parce que ce midi, on est plusieurs. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans votre business aussi. Donc parfois, vous avez le nez dans le guidon, le nez dans le volant. Et donc parfois, vous ne prenez pas forcément assez de recul que pour vous dire, tiens, peut-être que ça, je pourrais faire différemment. À quoi ça sert? Je vous ai mis une photo d'une maison. C'est à l'île Maurice. Ça m'a fait rêver. J'aurais bien envie d'y vivre. En fait, le business model Canva, ce sont les fondations. C'est la base. C'est votre maison. C'est dire, voilà, là, il y a le hall d'entrée. Là, il y aura une piscine. Là, il y a le garage. C'est ça qu'on fait. Mais après, vous pouvez vous dire, oh, mais le garage, finalement, on n'a pas besoin de 2 places. On a besoin de 3 places dans ce garage. Donc, il faut l'agrandir. Ce sont les plans. Le but, c'est de clarifier, de comparer avec d'autres business models, avec vos concurrents, mais parfois aussi avec des domaines qui ne font pas du tout la même chose que vous. Je vous parle souvent du modèle d'Alain Afflelou, donc c'est les lunettes. Vous savez, 1 plus 1, il est fou Afflelou. Mais c'était le premier dans les lunettes. Je ne sais pas s'il y en a qui le font maintenant aussi dans les lunettes, mais ça a été le premier à faire du 1 plus 1 gratuit. Avant, chez les opticiens, personne n'aurait imaginé ça. Par contre, dans le domaine des shampoings et des cosmétiques, tout le monde imaginait bien le 1 plus 1 gratuit. Mais donc, par exemple, ce concept de 1 plus 1, vous pouvez peut-être le faire même dans un domaine qui semble complètement fermé au 1 plus 1. Faire évoluer, transformer, visualiser. Le business model Canva chez nous, chez WoWo, il est imprimé sur papier et il est scotché sur un panneau, enfin il est aimanté sur un panneau au mur dans notre bureau. Pourquoi? Parce que comme disait Albert Einstein, une photo vaut 1000 mots. Quand vous l'avez devant les yeux tous les jours, il va plus s'imprégner évidemment que de l'avoir dans votre tête et de ne pas l'avoir matérialisé ou de ne pas l'avoir sous les yeux tous les jours. Donc en fait, c'est la photo, ce sont les plans comme je viens de vous le dire. Voilà le business model Canva façon WoWo. Et donc aujourd'hui,
On va parler, on va démarrer plutôt de gauche, oui, de gauche, de droite à gauche. On va parler du segment client, donc c'est-à-dire qui est votre cible ou qui sont vos cibles, pour qui vous créez de la valeur. On va parler de la relation client et je vais vous donner des exemples et vous expliquer en plus en détail ce que c'est à chaque fois. La relation client, c'est comment vous communiquez avec vos clients. Quelles sont les valeurs que votre business transpire? Quelles sont les valeurs que vous échangez avec vos clients aussi? Si une des valeurs, c'est la rapidité, bah, peut-être que passer 6 coups de fil sur 6 mois, c'est peut-être pas rapide. Mais si la valeur, c'est la qualité, peut-être à ce moment-là qu'il faudra passer un coup de fil. Les canaux de distribution. Via quels canaux vous distribuez vos services, vos produits et quels canaux sont efficaces? Parfois, il vaut mieux se focaliser sur un canal que d'en avoir 10 et de se disperser, de prendre du temps. Et parfois, je remarque aussi avec certains OO en rayonnement qu'il y a des canaux qui ne sont pas du tout efficaces et qui vous font perdre du temps. Et alors, la fameuse USP, c'est-à-dire la proposition de valeur, votre proposition unique de valeur, c'est-à-dire pourquoi les gens achètent chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Et c'est pas forcément le prix. Alors, j'adore la pratique parce que c'est tellement parlant. Un des business models que j'adore, c'est le Club Med. Donc, dites-moi simplement dans la textbox si vous connaissez bien le Club Med ou s'il y en a une parmi vous qui ne sait vraiment pas ce que c'est. Je ne trouve plus la textbox. Voilà. Tout le monde connaît bien le Club Med? On dirait que oui, voilà, ils sont redoutables. Ok. Moi, j'adore le Club Med. J'ai grandi avec le Club Med. Je suis une enfant du Club Med. Donc, évidemment, qui sont leurs cibles? Mais pas seulement les gens qui partent au Club Med. Ça, c'est le client final. Alors, il y a moyen de réserver ses vacances via le site du Club Med, mais il y a aussi des centrales téléphoniques qui sont souvent des agences qui ne vendent pas que le Club Med, qui prennent les appels, qui renseignent et qui bookent pour les clients par téléphone le voyage. Donc, il y a aussi, vous voyez, dans leur cible, les agences, les holiday makers. Il y a aussi le business, il y a moyen de faire des team building au Club Med. Il y a aussi les voyageurs, ceux voilà, qui font une semaine au Club Med et une semaine de visite. La relation client, est-ce que vous avez une idée de la relation client au Club Med pour tous ceux qui sont déjà partis? Il y a carrément un vocabulaire Club Med. Il y a un vocabulaire Club Med, il y a les crazy signs qui sont les chansons qu'on fait autour de la piscine ou après le dîner. Il y a les géos qui sont les gentils organisateurs, les GM qui sont les gentils membres. Tout le monde se tutoie. Donc c'est vraiment en fait une valeur familiale, proche du client, intime. Les canaux de distribution, on le voit, ben, il y a Internet, il y a des canaux intermédiaires et il y a du multi-channeling, c'est-à-dire, bah, moi par exemple, quand je réserve mes vacances, je vais à la fois sur Internet et à la fois j'appelle des agences. Il y a aussi les magazines qui sont distribués, les newsletters, tout ça pour appuyer les promos et les ventes derrière. Et alors, la proposition de valeur, celle-là chez Club Med, elle est très forte et ils l'ont encore plus développée ces dernières années. C'est en fait, vous ne vous occupez de rien. D'ailleurs, le slogan, c'est le bonheur si je veux.
C'est-à-dire, vous venez là avec vos 3 enfants, vous avez bossé toute l'année, vous ne devez pas faire votre chambre, vous avez un énorme buffet, vous pouvez autant manger des burgers que des sushis, que du vegan. Tout est à disposition. Donc, proposition de valeur, vivre ensemble. Bah oui, tout est fait ensemble. Bon, maintenant, c'est de moins en moins parce qu'avant, c'était des grandes tables comme des tables d'hôtes, mais maintenant, ils diminuent les tables. La satisfaction, hein, dès qu'on n'est pas content chez Club Med, ils arrangent les problèmes. Donc, la qualité et les valeurs traditionnelles de faire du sport, être en famille, c'est des valeurs très fortes chez Club Med. Alors, je vous ai mis le business model de Uber qui est complètement différent. J'avais envie de mettre les deux comme ça pour que vous voyez le contraste. Dans la relation client, on vient de Club Med qui est de tu, qui est de comment allez-vous aujourd'hui avec un énorme sourire, comment est-ce qu'on peut vous aider. Même quand on va dans une agence Club Med, on est tout de suite assise dans un siège, on vous sert un truc à boire, on se tutoie tout de suite, on voit tout de suite que vous êtes client depuis X années, etc., etc. Là, Uber, c'est automatisé. On ne vous appelle pas, parce qu'en fait, ce n'est pas ça que le client Uber cherche. Lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite une voiture qui vienne le chercher à cet endroit-là. Donc, c'est automatisé. C'est complètement automatisé via leur application, via Internet. Alors, les segments clients, là, il y en a deux. Il y a deux cibles. Il y a à la fois les conducteurs qui, eux, vont prester et qui vont se faire des petits sous avec leurs courses, mais ils ne sont pas taxis. Et il y a les passagers qui, eux, vont payer. OK. Les passagers, ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui ont besoin de taxi et qui n'ont pas envie de déplacer leur voiture, j'imagine pour des occasions particulières aussi. Ceux qui ont envie de payer un transport à leurs enfants, à leurs ados. Alors, les canaux de distribution, ben, l'application mobile, les réseaux sociaux, beaucoup de public relation pour pouvoir communiquer sur une application. Ça, c'est vraiment le point de départ d'une application, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de users. Et alors, la proposition de valeur, la USP, évidemment, qui a encore du cash sur soi aujourd'hui? Très peu de monde a du cash. Donc là, il ne faut même pas donner de cash à ses enfants ou à son ado ou à la personne qu'on veut faire accompagner chez elle. Il faut simplement payer par téléphone. C'est quand même facile. On ne doit même pas téléphoner. Il suffit de se connecter. Et le taxi vient et puis on voit dans combien de temps il est là. On voit la course en temps réel. Donc ça, c'est quand même un très gros avantage. Et pour les conducteurs, évidemment, c'est de l'argent facile pour faire un revenu complémentaire et totalement contrôlé. Vu que quand ils ne veulent pas, ils ne travaillent pas. Et quand ils veulent, il y a de l'argent qui rentre et c'est Uber qui apporte les clients. Je vais faire une toute petite pause parce que je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas des gens dans la salle d'attente. Non, ça va. Personne dans la salle d'attente, tout va bien. Je continue. Donc, un modèle totalement différent de ce qu'on a vu avec Club Med. Et alors, je vous ai mis aussi Disney, qui vient de faire un énorme boom avec le Disney Channel, hein, qui est un peu le Netflix du Disney, où il y a National Geographic, il y a tous les dessins animés Disney, les séries, les films Marvel, super-héros et compagnie. Encore une corde en plus à leur arc. Et donc là, en fait, c'est un business model qui est fait sous forme de mind mapping. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sous forme du business model Canva, hein. En fait, le business model Canva, c'est super créatif. Si vous vous dites, moi, je veux que la piscine, elle soit sur le toit, c'est pas commun, mais vous pouvez la faire sur le toit. Votre plan, il est ouvert. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils avaient vraiment pensé à tout. Donc, autour des personnages et des dessins animés Disney, il y a à la fois les licences, c'est-à-dire le merchandising. Hein. Moi, j'ai travaillé pour Enzaplast. Quand on décide de mettre la Reine des Neiges sur un pansement Enzaplast, mais évidemment, il faut payer une licence à Disney. Et ce n'est pas 2 000 €, hein, je vous le garantis, on va plutôt vers des 25 000 pour une période limitée, hein, genre un mois. Évidemment,
Quand il y a la Reine des Neiges sur un pansement, il se vend vachement mieux. On est bien d'accord. Maintenant, il y a la télé, il y a aussi les publicités. Maintenant, ils ont leur propre Netflix, entre guillemets, même si ça ne s'appelle pas Netflix. Il y a toutes les musiques, des musiques fortes pour que les gens achètent les CD, pour que les gens chantent les musiques et que ça rentre encore plus dans les esprits. Il y a les livres, il y avait le Disney Magazine à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore. Il y a les cartoons, il y a les BD. Tout ça, ça participe au business de Disney. Et évidemment, il y a les trois Disneyland, Paris, Miami, Californie. Je me demande s'il n'y en a pas un au Japon d'ailleurs. Donc voilà, revenons à notre business model Canva. Donc le segment client, vous avez un PDF avec 100 questions à vous poser sur votre persona. Chez WoW Community, on sait exactement quel livre vous lisez. Oui, on lit dans votre esprit. Quel livre vous lisez? Quelle boisson vous consommez? Quel genre de film vous aimez? Et donc, là, le segment client, c'est se dire, OK, qui est-ce que j'aide? Alors, quels sont les vides? C'est quels sont les besoins? Quels sont les pains? La pain, c'est en fait la douleur du client. Je prends un exemple très simple que je prends toujours, Head and Shoulders, le shampoing antipelliculaire. La pain, c'est que j'ai des pellicules sur mon pull noir ou sur mon blazer et que c'est moche, ça fait sale et que ça me gratte. Voilà, ça c'est la pain. La pain, quand on achète un matelas, c'est qu'on dort mal dans son matelas, qu'on a mal au dos, qu'il ne nous convient pas. Quelle expérience recherche-t-il? Prenons l'expérience du matelas. On recherche l'expérience de se coucher sur un nuage douillet. Oh, donc dans l'expérience, il y a l'émotion. Qui décide? Qui paye? Là, je pense à Stéphanie qui est avec nous pendant ce workshop. Qui décide qui paye? Quand vous vous adressez aux enfants ou aux ados, c'est une question qui est très importante parce que généralement, ce n'est pas l'enfant ou l'ado qui paye le service, c'est le parent qui va l'acheter. Donc ça veut dire qu'il faut autant satisfaire la cible finale qui est l'ado ou l'enfant que le parent. Quand vous vendez en B2B, par exemple, des formations pour les employés, il faut autant que ça plaise aux employés et qu'ils aient envie que l'employeur achète cette formation, que ça plaise à l'employeur qui achète les formations pour ses employés. Massa qui est avec nous, lorsque tu vends un appartement ou une maison, il faut autant que ça plaise à madame que ça plaise à monsieur si c'est un appartement ou une maison pour un couple. Et que ça plaise aux enfants, j'imagine qu'ils ont aussi un très grand rôle à jouer dans l'achat des maisons. Alors, la relation client. Quelle relation vos clients veulent? Est-ce qu'ils ont besoin d'une relation soutenue? Est-ce que, par exemple, le contact une fois par semaine est suffisant ou pas assez? Est-ce qu'ils ont besoin de plus? Est-ce qu'ils ont besoin de moins? Est-ce qu'ils ont besoin de valeurs comme la justice, comme l'authenticité? Est-ce qu'ils ont besoin de valeurs comme le professionnalisme, le luxe, la liberté? On ne s'adresse pas à des personnes, par exemple, qui veulent des valeurs comme le formalisme, je ne sais pas moi, la tradition, que des personnes qui veulent de la disruption et de l'innovation. Ce n'est pas du tout le même style de communication, ce n'est pas du tout le même style de relation. Les canaux de distribution, comment vous délivrez votre service ou votre produit? Internet, des events online, des events en vrai. Est-ce que vous avez un magasin? Est-ce que vous avez une plateforme d'e-shop? Est-ce que vous-même, vous vendez à des magasins qui eux-mêmes doivent vendre à votre consommateur final? C'est important de le savoir parce que dans votre segment client, on a travaillé avec des femmes qui font des pâtes bio et locales. Et au début, elles me disent, nos clients, ce sont les personnes qui veulent manger local et bio. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que leurs premiers clients, ce ne sont pas eux, ce sont les magasins qui décident d'acheter des stocks de pâtes chez elles pour pouvoir les vendre ensuite. Un peu comme les parents et les enfants ou comme les entreprises et les employés. L'offre, votre
valeur, votre unique selling proposition. Il n'y a rien à faire, je préfère le dire en anglais. Votre unique selling proposition. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent chez vous et pas ailleurs? Quel est l'avantage client? Alors, il y en a beaucoup qui disent l'avantage, c'est que je suis quelqu'un d'honnête, d'authentique, de bienveillant. Non. Ça, c'est votre qualité. C'est super, mais ce n'est pas un avantage. Tous les coachs sont authentiques et bienveillants normalement. Donc, ce n'est pas un avantage client. Est-ce qu'il y a déjà des questions avant qu'on passe à votre tour? Est-ce qu'il y a déjà des questions parmi vous? Non? On continue. Donc, à votre tour, je voudrais vous demander... Ah, zut! Il me manque un slide, j'ai dû l'effacer par erreur. Bon, ben c'est pas grave. Alors, je prends des exemples et ensemble, on va travailler sur quel est leur USP, quels sont leurs canaux de distribution, quelle est leur relation client et quelles sont leurs cibles. On va démarrer par Amazon, on peut faire Flying Tiger. Tiens, démarrons par Ikea. Alors, Ikea, quel est leur premier avantage client? Pourquoi va-t-on chez Ikea? Pourquoi allez-vous chez Ikea? Dites-moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on va chez Ikea? Vous savez que Ikea, c'est le premier mot tapé sur eBay? Donc, Les c'est-à-dire le... boulettes à la truc de chien. Pardon? Les boulettes à la viande de chien. Ok, ouais. Pourquoi les gens vont manger leurs boulettes là-bas? De cheval, dit Roxane. Moins cher et beaucoup de choix. Ben oui, les gens vont là pour le prix. Le prix, Ikea, c'est le prix. C'est aussi le do-it-yourself. Tu acceptes de payer moins ton étagère Vrolox ou Oxane ou je ne sais pas quoi, parce que tu la montes toi-même. Donc, le prix, on va chez Ikea pour le prix. Ok. On ne va pas là pour l'unicité ou le design. Hein. Si on veut un truc unique, on ne va pas chez Ikea. On est bien d'accord. Il y a quand même une expérience client, hein, parce que le moins cher, si tu veux vraiment pas cher, tu vas chez Lenbacher, mais tu n'as pas le même plaisir à aller chez Lenbacher que chez Ikea, non? Ah, l'expérience client, c'est tout le parcours quand tu vois le meuble placé dans une chambre ou dans un bureau. Effectivement. Donc, la USP, on l'a, c'est quand même le prix. Ikea, c'est le prix. Quels sont leurs canaux? Comment est-ce qu'ils distribuent? C'est des magasins. Ce sont des magasins. Maintenant, il y a beaucoup d'online aussi. Et donc, tu regardes et puis tu prends dans l'énorme centre logistique, dans l'énorme dépôt. Quelle est leur relation client? Comment ils s'adressent à leurs consommateurs? C'est plutôt une relation tu, c'est plutôt une relation vous, c'est plutôt une relation cool, c'est plutôt une relation formelle. Quelles seraient les valeurs? Si on devait aller chercher les valeurs, on irait comment? On dirait quoi? Pratique, pragmatique, Ouais, rapide, ouais, orienté solution. ouais. Il y a aussi la famille, les jeunes, les étudiants, Ouais. Surtout la famille, hein. surtout la famille. On est beaucoup sur une cible familiale. Ok. Et alors leur cible?
Quelle est la cible d'IKEA? À qui s'adresse-t-il? Il y en a plusieurs, hein. Bon, IKEA, ça fait 50 ans qu'ils existent, mais... Tout le monde, en fait. Alors, le grand principe du marketing, c'est que si ta cible, c'est tout le monde, c'est personne. C'est comme Coca-Cola. En fait, Coca-Cola, il y a plusieurs segments. Il y a Coca-Cola classique, Coca-Cola light, Coca-Cola zéro. Mais Coca-Cola classique n'est pas pour tout le monde. On le voit dans les publicités. La communication est très fine. Coca-Cola classique, ce sont des jeunes, 18 à 25 ans, qui aiment le sport, qui aiment les trucs à sensation, qui aiment la musique. Coca-Cola light, ce sont les femmes actives, 35-50 ans, entre amis, qui font attention à leur ligne. Ce n'est pas du tout la même cible. Et Coca-Cola Zéro, c'est le jeune qui se prend pour James Bond et dont les parents sonnent le matin à la porte et il doit se dépêcher pour aller ouvrir. Donc, vie très active. Il se prend pour James Bond. Donc, si c'est tout le monde, c'est personne. Bon, là, ce sont des grosses boîtes, donc il y a différents segments. IKEA, il y a le segment des étudiants, mais c'est surtout la famille. Et il y a le segment des bureaux. Il y a 3 gros segments chez IKEA. Est-ce que vous voulez un autre exemple ou est-ce que vous voulez qu'on aille faire un petit tour sur le site d'IKEA pour vérifier tout ça? Dites-moi. Un autre exemple? On fait Zalando? Cette fois-ci, on passe plutôt sur le online. Quelle est la USP de Zalando? Pourquoi vous allez chez Zalando et pas ailleurs? Zalando, ils sont vraiment Tout en ligne. sortis. Pardon? Tout en ligne et retour remboursé, c'est ça? Voilà, c'est livraison et retour gratuit. On ne paye jamais la livraison ni les retours sur Zalando, ce qui n'est pas du tout le cas sur tous les sites, hein. Donc, livraison et retour gratuit, c'est la promesse de Zalando, c'est la USP de Zalando. Ça a été les premiers à livrer des paires de chaussures. Maintenant, ils font des vêtements, ils font du make-up, ils font des bijoux, mais au départ, leur core business, c'était les paires de chaussures. Livraison et retour gratuit. OK. Comment s'adressent-ils aux clients? C'est quoi leur relation client dans leur communication? Qui reçoit la newsletter de Zalando? Ouais. Comment est-ce qu'ils s'adressent à vous? Qu'est-ce qu'ils vous mettent dans les newsletters? Moi, ils me mettent toujours les dernières choses que j'ai regardées, les marques que j'ai consultées. Donc, c'est une relation de plaisir. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Aussi une relation d'urgence. Tiens, ce truc-là est rentré. Peut-être que saisissez votre chance, sinon il va partir. Il y a une promo, mais elle est valable que pendant 3 jours jusque minuit. C'est le coup de cœur, le craquage, le plaisir. On se fait plaisir, on veut être à la mode, les tendances. Quels sont les canaux de Zalando? Le online, la newsletter, mais du coup, la logistique chez eux est un point central. Ils ont des accords avec toutes les sociétés de distribution, que ce soit Bipost, que ce soit DLP, FedEx et compagnie. Ils ont des accords avec chacun pour pouvoir faire de la masse et que les colis soient extrêmement bien tracés. Et alors, quelles sont leurs cibles? Tout le monde n'est pas la cible de Zalando. Par exemple, ma mère ne commande jamais sur Zalando. Qui est la cible de Zalando? Dites-moi, n'ayez pas peur de prendre le micro. Les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins? Exactement, les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins et qui aiment la mode. Yes, c'est tout à fait ça. Je n'achète pas sur Zalando parce que c'est trop cher, c'est trop branché et tout, mais par contre, je suis à fond sur d'autres trucs comme Vinted parce que j'ai pas le temps d'aller dans le magasin. Donc effectivement, la mode aussi, c'est important. C'est des belles marques, des beaux machins et tout. Peut-être que tu es sur Vinted aussi parce que tu aimes la qualité et le seconde main et cet aspect durable et recyclage. Oui, Voilà, donc c'est une valeur que Zalando ne remplit pas. oui, c'est vrai. Donc la relation client est extrêmement liée à vos valeurs clients, aux valeurs de votre boîte. Et comme vous avez des petites boîtes, vos valeurs, ce sont les valeurs de votre boîte.
c'est important de les nommer et de bien les mettre au clair. Par exemple, chez Wowo, on a comme valeur… Mais mes clients, c'est des très grosses boîtes. Oui. Oui, mais on parle de tes valeurs à toi, hein, vu que c'est ton business model. Hein. Oui, mais dans ma relation client, ça doit être des valeurs dans lesquelles mes clients se retrouvent. Tout à fait, mais de toute façon, comme toi, tu vas générer ces valeurs, ça va les attirer ou les répulser. Hein. Ok. Mais le fait d'être au clair avec tes valeurs et de bien les inscrire et de bien les transmettre, tu vas aussi attirer des clients que tu apprécies. Ouais. Vous savez, moi, je suis toujours pour vous dire que il faut travailler seulement avec des gens que vous appréciez et avec une cible que vous avez envie d'attirer. Un autre exemple, est-ce que vous voulez Flying Tiger? Vous voulez Amazon? Vous voulez quoi? Donnez-moi un exemple que vous aimez. Casidomi, mais je ne sais pas si tout le monde connaît Casidomi. Sequoia. Amazon? Allez, Amazon, on y va. Quelle est la proposition de valeur unique d'Amazon? Tu trouves tout? Alors, à la base, c'était les livres. Hein. À la base, c'était seulement les livres, mais effectivement, on y trouve tout. Et quelle est la proposition de valeur d'Amazon? Ouais, le large choix. La rapidité, bah oui, on l'a chez soi, hein, c'est livré le lendemain ou 3 jours plus tard. Hein. On voit les stocks aussi, en temps réel, on voit les stocks. Et on peut acheter du seconde main. C'est vrai que j'ai un très bon exemple par rapport à ça. On a décidé de faire une surprise pour mon grand-père qui est confiné à ses 82 ans le vendredi. Son anniversaire, c'était le mardi. J'ai réussi à passer commande pour des ballons 82 sur Amazon. Je les ai livrés le lundi. Par contre, les cartes postales de Bipost qu'on a tous envoyées pour qu'ils les reçoivent et qu'on a tous payé des timbres priors sont arrivées beaucoup plus tard. Eh oui, vive la poste! Et pourtant, l'action est en train de monter. Comme quoi. Ok. Amazon, quelle est leur relation client? Comme vous cherchez quelque chose de bien spécifique. Ce sont aussi les premiers qui ont fait de la pixelisation, donc qui vous proposent des choses qui vous intéresseraient. Vous avez regardé un livre sur le bonheur amoureux, tiens, ils vous proposent un autre sur le couple. Intelligent, intéressant. Beaucoup de newsletters aussi, canaux de distribution online, via les réseaux sociaux, ils pixelisent, ils vous mettent des publicités sur le côté. Segment client, on est à peu près dans les mêmes segments que Zalando. Hein. La personne qui n'a pas le temps et qui est pressée, qui est impatiente, qui veut recevoir vite son livre, son DVD ou son jeu ou ses ballons. La personne qui recherche des choses bien précises. Si on va à la FNAC ou chez Club commander un bouquin, il faut 3 semaines pour qu'il arrive. Alors, à votre tour, donc je vous propose de vous poser ces questions par rapport à votre USP, à vos canaux, à votre relation client et à votre cible. Donc, je vous ai préparé des petites questions pour vous structurer. Donc, votre USP, quel est vraiment le number one avantage client? Pourquoi les gens viennent acheter chez vous? Qu'est-ce qu'ils attendent en premier? Ce qu'ils attendent en premier d'un matelas, c'est de bien dormir, d'être vraiment comme sur un nuage, par exemple. Qu'est-ce qu'ils attendent, je ne sais pas moi, d'une bonne tasse de thé? C'est peut-être un parfum et un goût très fin. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un téléphone? C'est de prendre des magnifiques photos et d'être simple à manier. Pourquoi achète-t-on chez toi? Tes canaux, quel est ton premier canal de distribution? Peut-être en termes de quantité, mais peut-être aussi en termes de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il y a un canal de distribution par lequel tu t'épuises.
Quel est celui que tes clients préfèrent? Peut-être qu'il y en a un qu'elles préfèrent, mais que tu n'exploites pas du tout ou que tu sous-exploites. Quel est celui qui te demande le moins de temps? Et le moins d'argent. Ta relation client, est-ce que c'est de l'online? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que tu fais un mix des deux? Est-ce que tes valeurs sont bien au point? Et ta cible? Quel âge a ta cible? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que ce sont des célibataires? Est-ce que ce sont des couples? Est-ce que ce sont des gens qui sortent du burn-out? Est-ce que ce sont des gens, je ne sais pas moi, qui font du sport, qui mangent bio? Pas du tout. Est-ce que ce sont des gens qui lisent? Quelle radio elles écoutent? Quelles sont leurs habitudes? Et quelle est ta cible idéale? Est-ce que les deux collent? Est-ce que ta cible idéale et celle que tu as pour le moment collent? Est-ce que ta cible et ta relation client collent? Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais tant aimé le Club Med si on m'avait sorti des vous, des grandes formalités, alors que quand je pars en vacances, j'ai envie d'être cool. Donc, je vous propose d'en travailler un seul point, et puis chacune à son tour, vous partagerez. Donc, choisissez-en un parmi les 4, entre la USP, les canaux, la relation client ou ta cible. Et réponds aux questions. Je vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un business model que j'aime bien qui s'appelle Panda Craft. Peut-être que certaines d'entre vous qui ont des enfants le connaissent, ce sont des kits de bricolage pour enfants. Et en fait, ils ont bien évolué et on voit que la cible est assez bien travaillée. Donc, je vais vous le montrer. Peut-être prenez une capture d'écran de ce slide ou faites une photo avec votre iPhone pour pouvoir y travailler pendant que je vous explique parce que je vais devoir arrêter le partage. Donc, je vais vous montrer, pendant que vous travaillez, ce business model-là. Voilà. Donc, on voit des kits pour découvrir le monde et on voit une image avec un enfant qui doit avoir, je dirais maximum 5 ans. On va tout de suite cliquer sur notre concept. Non, je vais un petit peu scroller. Je vois 5 raisons de s'abonner. Reviens chaque mois. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, on ne doit pas se creuser la tête, on a une idée de bricolage. Amusant, passer un bon moment en famille. D'ailleurs, on voit que c'est la famille, hein. Il y a un frère et une sœur, il y a plusieurs enfants, il y a des parents sur les photos, il y a autant un papa qu'une maman. On voit éducatif, ils apprennent des choses, ils apprennent les saisons, ils apprennent comment fonctionne le corps humain. Et ça, c'est ce que les parents veulent. Ils ne veulent pas un bricolage débile, ils veulent que leurs enfants apprennent des choses. Donc, ils savent que là, les parents vont se dire, OK, je suis tranquille, je dépense 10 € par mois, mais je sais que ça va être bien pour le cerveau de mon enfant. C'est non genré. Ils savent que les parents qui achètent ont entre, je dirais, 28 et 40 ans. Et donc, c'est une génération qui est vraiment aussi axée sur l'égalité homme-femme. Donc, non genré, revient chaque mois, pratique, éducatif et amusant. Donc, vraiment, parents-enfants. Notre concept, le cycle de la découverte. Découverte du monde,
découverte de soi, notre pédagogie, confiance en soi, créativité. Là, on voit des valeurs. La valeur créativité, la valeur confiance en soi, la valeur coopération. Et donc là, il y a tous les sujets qui vont être explorés durant l'année. Et on explique même comment ça marche. Alors la relation, là, elle est en jeu. Elle est en jeu, elle est assez fun, on a envie de montrer que c'est simple. Donc voilà, on voit par exemple, je profite de bons moments en famille en accompagnant mon enfant dans sa découverte du monde. C'est coloré, c'est joli, c'est fun. Oh, ça donne vraiment envie. C'est vraiment en jeu. D'ailleurs, on le voit, abonner mon enfant, offrir une carte cadeau, tout est parlé en jeu. Alors, qui a travaillé sa USP? Alors, Massa, est-ce que tu veux faire l'exercice? Avec grand plaisir. Alors, ce que je me suis dit, au fait, c'est que je suis plutôt dans la disponibilité, recherche de solutions, et que les vendeurs, les propriétaires vendeurs, au fait, ont l'esprit tranquille. Je m'occupe vraiment de tout de A à Z. Et je mettais comme USP que ça serait l'accompagnement qualitatif. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça comme ça ou si c'est pas trop large. Je pense que c'est trop large et là, j'entends déjà 3 choses, alors que là, je veux un avantage qui va te différencier des autres. Je dirais ma disponibilité. Alors, la USP, c'est la plus. Est-ce que chez Massa, c'est l'agence la plus disponible? Ouais. Il y a une marque, je crois que c'était Nutricia, je ne sais plus quelle marque c'est, de lait pour enfants, qui s'était distinguée comme ça en disant du côté des mamans. Nous, on est du côté des mamans. Et ça les a différenciés de tous les autres laits qui étaient du côté des enfants. Ouais. Dis-moi ça, tu es sûre de ton coup à vouloir être la plus disponible? Tu es prête à être toute la semaine, 24 sur 24, les week-ends, à avoir un client qui râle si tu ne réponds pas immédiatement? Enfin, pourquoi pas, hein? C'est sûr que c'est top, mais tu es vraiment sûre? Non, tu as raison, Barbara, c'est peut-être un peu trop. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je n'ai pas vraiment envie d'être à fond pour les vendeurs. Oui. Massa amène une question très importante. C'est qu'en fait, elle ne sait pas quelle est sa USP. Et quand vous ne savez pas, qui sait? Les clients? Qui sait mieux que vous? Des clients qui ont déjà vécu l'expérience avec moi, je peux leur demander? Les clients qui ont déjà vécu l'expérience avec vous ou vos clients des rêves. Si vous n'avez jamais eu de clients de toute votre vie d'entrepreneuse, dites-vous, OK, qui j'aimerais avoir comme client? Là, par exemple, on est en train de travailler une cible qui serait les femmes qui veulent absolument être coachées sur leur gestion du temps. Eh bien, moi, j'ai demandé à 2-3 femmes qui sont extrêmement occupées ou qui ont du mal avec leur gestion du temps, est-ce que tu as 5 minutes par téléphone? Et je leur demande, qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi la solution idéale pour toi? Je vais faire ça. Une personne qui est en train de vendre sa maison, enfin, elle est sous compromis, donc voilà. Quand tu as dit, Massa, je m'occupe de tout, ça m'a tout de suite tilté, quoi. C'est vraiment ça que j'attends d'un agent immobilier perso. C'est tu t'en occupes. Et je sors ça de ma tête. Donc ça par contre, ça m'a parlé, mais à fond. Donc ça, c'est bien. Mais ça, je le fais, vraiment. Et je suis dans la recherche de solutions et ça me plaît. Et ouais, voilà, je vais demander à mes clients, justement, qui ont vécu l'expérience avec moi pour me dire qu'est-ce qui a fait qu'ils sont aussi revenus vers moi. Qu'est-ce qu'ils préfèrent chez moi. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? J'aimerais bien que tu puisses nous dire « Je suis la plus » ou « Mon agence est la plus ». OK. OK. Merci. Quelqu'un d'autre sur la USP? Oui, Laura? Moi, je dirais ma structure.
Je vais en support pour mettre les valeurs, pour mettre en valeur les points forts de mes clients. Enfin, pour Alors leur ça, c'est permettre. ce que tu fais. Mais nous, on veut savoir pourquoi ils vont venir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Parce que Le je leur premier mot, Laura. structure. Ouais. Structure. Est-ce que tu es la plus structurée ou est-ce que tu as une structure unique? Parce que tous les coachs ont une structure. Donc pour moi, ce n'est pas une USP. Pour moi, là, tu nous dis ce que tu fais. Et c'est super. Mais dans la vente, on ne parle pas de ce qu'on fait. Hein, tu ne vois pas chez Nike, ils ne te disent pas on vend du matériel de sport et des chaussures de sport. Ils te disent just do it. L'Oréal, ils ne te disent pas oui, donc nous on vend des produits de beauté pour les cheveux, etc. Ils disent parce que je le vaux bien. Confiance en soi. Tu as un exemple B2C de ce truc-là, Florence, s'il te plaît? B2C, De B2B, pardon, tu vois, le truc que tu viens de faire pour Nike et tout ça, mais pour des trucs de service ou du B2B ou quoi. donne-moi un exemple de boîte connue. Je sais pas, on pourrait voir sur Daoust ou Team Power. Oui, voilà, les grands consultants, Deloitte, des choses comme ça. Oui, les Big Four. Allez. Oui, les Big Four, voilà. J'ai même travaillé chez Ernst Young et je me souviens même plus de leur. Parce que honnêtement, moi, je travaille avec les 4, je vois pas la différence. Oui, mais eux vont dire qu'il y en a une et je me souviens à l'époque qu'il y en avait une, mais je vais vite aller regarder sur le site d'Ernst Young. À Building a Better World, a Better Working World. Donc apparemment, ils veulent se positionner vers des acteurs du monde de demain. Je ne suis pas dans leur stratégie et ça fait 15 ans que j'ai changé de boîte. Mais apparemment, ils veulent se positionner vraiment. D'ailleurs, ils disent Working World. Donc, ils le positionnent bien. Alors, Daoust, je connais bien Gilles Daoust. C'est une entreprise familiale. Il faut savoir que c'est son père qui dirigeait la boîte avant. Et donc, Daoust, ils ont transposé la valeur interne qui était la famille. D'ailleurs, ils voulaient que tous leurs employés soient traités comme un membre de la famille à l'extérieur. Donc, autant les clients, les sociétés qui cherchent des intérims, il y a aussi les titres-services, que les gens qui viennent prester, sont considérés, en tout cas c'est ce qu'ils veulent passer comme message, comme un membre de la famille. Alors Florence demande si la USP et le slogan sont différents. Non. En fait, non, c'est la même chose. Une fois que vous avez votre USP, ce que je vous conseille, c'est de la mettre partout. Vous la mettez sur LinkedIn, vous la mettez sur tous vos flyers, vous la mettez sur votre site. Et de nouveau, ne vous bloquez pas, c'est comme un logo, c'est évolutif. Vous pouvez changer, vous pouvez vraiment changer. Nous, notre premier slogan, c'était imparfaite et fière de l'être. Et puis, on a plein qui m'ont dit non, ça ne va pas, non, c'est trop compliqué, non, on ne le comprend pas. Et donc, finalement, on l'a changé. Et je vous assure, je n'ai pas eu de procès pour ça. Il n'y a personne qui m'a dit ah, c'est terrible d'avoir changé le slogan. Moi, par exemple, j'ai mis comme baseline sous mon logo du développement personnel au service de l'éducation, mais ça peut pas, c'est pas une USP. Alors, c'est pas mal, Stéphanie. Là, en fait, tu es déjà dans une bonne construction, mais de nouveau, la USP, c'est la plus. Mais oui. Donc, je mettrais le développement personnel au service de votre éducation, par exemple, ou de votre système éducatif, ou de votre école. Enfin, je ne connais pas assez ton business pour la formuler, et puis ça se réfléchit, ça se teste. Oui. Mais déjà, changer-le au lieu de du, tu es déjà dans quelque chose de plus puissant. D'accord. Par exemple, pour Sequoia, c'est la vie en version originale. Quelqu'un d'autre sur la USP? Florence, si je fais la connaissance locale qui facilite votre projet international. Je dis encore un peu ce que je fais. Oui. Ou la connaissance locale qui facilite l'international?
dois virer les facilites. Ça craint. Ouais. Je pense qu'avec 3 mots, tu pourrais y être, hein, parce que tu as local et J'aime bien international. Your Boots on the Ground. Ça, j'aime vraiment bien Your Boots on the Ground. Mais là, c'est très large, quoi. Il faut la tester et surtout faire l'enquête express. Ok. Pourquoi ils viennent chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Pourquoi ils vont acheter chez toi? Quelqu'un d'autre sur la USP? Je veux bien. Catherine avait déjà levé la main. On favorise toujours celles qui ont la vidéo, hein. Donc celles qui n'ont pas la vidéo, je vous invite à l'allumer. Ah, mais moi, j'ai pas ma vidéo. Oh, Non, tu l'as pas, Fatih. Vas-y, Catherine, sur la USP. Ok, donc moi j'ai mis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis que j'aimerais bien être la plus éthique. Donc si je vends des sites internet, je veux faire passer le message que le client fait un beau geste, il fait un choix éthique parce que je vais réinjecter une partie de mon chiffre d'affaires dans mon site qui est un site destiné aux femmes victimes de violences. Alors Florence est partie, mais Non, je vous entends, j'étais juste on derrière. entend. Je ne sais pas si ça va, Florence, la plus éthique. Je n'ai pas encore mon slogan, mais voilà. La plus éthique. Est-ce que le mot convient? Éthique ou social ou... Oui, du coup, je ferais peut-être psychosocial? le digital à la saveur éthique, Ah oui, pas mal. Oui. ou quand le digital et l'éthique vont de pair, ou Ah oui, j'aime bien aussi. l'éthique au service du digital, ou le digital au service de l'éthique. Oui. Oui, super. Quelqu'un d'autre sur la USP ou on passe à la suite? Oui, Fatih? voilà. Moi, j'ai mon projet est en route, hein, donc il n'est pas encore dans les mains. Donc moi, j'ai l'art de joindre l'utile à l'agréable, à l'élégance. L'art de joindre l'utile à l'élégance. En fait, c'est une ligne de sac d'ordinateur, hein, donc portable et accessoires, qui est à la fois de haute qualité, qui est élégant, qui est luxueux, qui est utile, écologique et aussi solidaire, puisqu'il y a une partie des ventes qui vont aller à des projets de femmes. Et donc, ce sac intègre aussi des éléments artistiques de peinture. Est-ce que tu sais pourquoi les gens achètent ou voudraient acheter chez toi? Pourquoi ils vont venir acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Ils viendront acheter chez moi parce que c'est une ligne de sac qui permet d'être pratique en